Ce qui se joue à l'est de l'Ukraine pourrait-il bouleverser l'histoire contemporaine? Derrière les discours officiels et les images filtrées par les médias occidentaux, une catastrophe militaire silencieuse est en train de se produire. L'attention se focalise sur les élections et les débats en Europe, mais sur le terrain, l'Ukraine affronte une menace dont on ose à peine prononcer le nom, la possible désintégration de toute sa défense orientale. L'avancée russe vers Kupiansk et Vovchansk n'est pas une simple manœuvre ponctuelle. Il s'agit du lancement d'une opération coordonnée sur deux axes mineurs, conçue pour provoquer l'effondrement du système défensif ukrainien à l'est. Si cette stratégie réussit, le sort de Kharkiv, la deuxième ville du pays, centre industriel vital, pourrait être scellé en quelques semaines à peine. Pourquoi ces deux villes en particulier? Parce qu'elles sont le nœud d'un réseau logistique essentiel. Si Kupiansk et Vovchansk venaient à tomber, l'armée ukrainienne perdrait le contrôle des routes et des voies d'approvisionnement cruciales. La moindre erreur de commandement, un repli trop tardif ou un mauvais choix tactique, et ce sont des milliers de soldats ukrainiens qui risquent l'encerclement, coupés de toute possibilité de retraite, condamnés à tenir sans espoir de renfort. Pourtant, la gravité de la situation reste minimisée, voire volontairement ignorée, par la plupart des analyses en Occident. Mais fermer les yeux sur ce risque, c'est accepter que l'équilibre sécuritaire régional puisse s'effondrer, avec des conséquences qui dépassent largement l'Ukraine. L'avenir économique, la stabilité politique et même la crédibilité internationale de toute l'Europe orientale pourraient en basculer dans les prochaines semaines. Pour mesurer l'ampleur de la menace, il faut comprendre pourquoi Kupiansk et Vovchansk sont devenus le centre de toutes les attentions. Plongeons au cœur de ce qui fait leur importance stratégique dans la bataille à venir. Qu'est-ce qui confère à ces deux villes une telle valeur militaire? Leur géographie et leur histoire détiennent la clé. Deux noms sur une carte, mais deux points de bascule. Kupiansk et Vovchansk, à première vue de simples villes de l'Est ukrainien. Pourtant, leur destin pourrait bouleverser l'équilibre militaire de toute la région pour les années à venir. Ces localités ne sont pas seulement des repères géographiques, elles forment le cœur névralgique du dispositif ukrainien. Carrefours vitaux pour les routes, les voies ferrées, les fleuves. Qui tient Kupiansk et Vovchansk contrôle les lignes d'approvisionnement, la circulation des renforts et la survie des garnisons sur le front oriental. Prenez par exemple Kupiansk. Implantée sur la rivière Oskil, la ville commande un pont stratégique qui permet de relier le nord de la région à Kharkiv et à la zone industrielle du Donbass. Historiquement, lors de la Seconde Guerre mondiale, la maîtrise des ponts et des carrefours ferroviaires a souvent déterminé le sort d'opérations majeures. En 1943, la bataille de Koursk a montré que la perte d'un nœud ferroviaire pouvait entraîner la chute d'une région entière. Aujourd'hui, Kupiansk occupe le même rôle critique. À Vovchansk, la situation est tout aussi sensible. Située à proximité immédiate de la frontière russe, la ville contrôle les voies d'accès vers l'ouest, permettant à l'armée qui la détient de menacer directement les arrières ukrainiens. Les combats urbains y sont féroces car chaque quartier disputé peut décider du sort de la logistique sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est là que la stratégie russe frappe fort. Moscou attaque sur ces deux axes à la fois, forçant Kiev à un dilemme impossible: défendre l'une de ses positions, au risque de perdre l'autre, ou disperser ses forces en s'exposant à l'échec sur tous les fronts. Ce jeu de pression simultanée, classique mais implacable, pousse l'ennemi à la dispersion et l'empêche de reprendre l'initiative. Il existe de nombreux précédents historiques à ce genre de manœuvre. Pendant la Première Guerre mondiale, les opérations de diversion sur plusieurs fronts ont souvent contraint les commandements à des choix impossibles. L'offensive de Gorlice-Tarnów en 1915 a vu l'armée russe s'effondrer sous un double assaut austro-allemand, incapable de couvrir tous les axes. Aujourd'hui, la situation est critique. À Vovchansk, les forces russes avancent méthodiquement, rue après rue. La plupart des quartiers sont déjà tombés. Les défenseurs ukrainiens encerclés n'ont plus le choix, retrait précipité ou résistance jusqu'au dernier homme. À Kupiansk, l'étau se resserre aussi. Les unités ukrainiennes, épuisées, voient leur communication et leur ravitaillement se couper les uns après les autres. Des images satellites récentes montrent des colonnes de véhicules blindés russes progressant lentement, mais sûrement, le long des deux axes. Selon plusieurs rapports d'observateurs indépendants, chaque jour, entre 3 et 5 attaques coordonnées sont lancées simultanément sur les points faibles de la défense ukrainienne. Cela rappelle la Blitzkrieg allemande de 1940, où la mobilité et la synchronisation des assauts ont permis de briser des lignes de défense pourtant jugées solides. Si Kupiansk ou Vovchansk venaient à tomber, ce serait un séisme stratégique. La défense de l'Est s'effondrerait,
ouvrant la voie aux colonnes blindées russes vers les villes majeures et multipliant le risque d'encerclement massif. Ce n'est pas seulement une bataille locale, c'est un moment décisif qui peut redéfinir le sort de la guerre, et bien au-delà. Mais pour comprendre pourquoi ces deux villes comptent autant, il faut remonter à la géographie, à l'histoire et aux lignes de fracture qui marquent cette région depuis des générations. L'armée ukrainienne combat-elle encore, ou commence-t-elle déjà à s'effondrer de l'intérieur ? Sous le tumulte des combats, une réalité plus inquiétante surgit. L'épuisement humain, la désorganisation du commandement et l'asphyxie logistique rongent les rangs ukrainiens, précipitant une crise profonde. Depuis plusieurs semaines, un phénomène alarmant prend de l'ampleur. Les désertions se multiplient, la démoralisation gangrène les troupes. Des soldats, à bout de force, quittent leur poste ou refusent d'obéir, persuadés qu'aucune victoire n'est possible face à la pression incessante. Cet effondrement moral n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un commandement désorienté, où les ordres contradictoires et la rupture des communications plongent les hommes dans la confusion. Un jour, il faut tenir à tout prix. Le lendemain, il faut reculer ou attaquer sans appui. Les officiers de première ligne se retrouvent souvent coupés de leur hiérarchie, livrés à eux-mêmes et à l'incertitude. Dans ce climat, la supériorité russe devient implacable. L'armée russe coordonne ses assauts avec une précision presque chirurgicale, exploitant à fond la guerre électronique. Radio brouillée, réseau coupé, position ukrainienne exposée. Privées d'informations, les unités ukrainiennes sont chaque jour plus vulnérables. L'espoir d'un soutien occidental s'amenuise. Les armes promises arrivent en trop petite quantité et trop tard pour compenser les pertes. Plusieurs bataillons attendent des munitions depuis des semaines. Les systèmes anti-aériens et les blindés font cruellement défaut. La chaîne logistique se disloque, forçant les défenseurs à improviser avec des moyens dérisoires. La Russie exploite chaque brèche. Ses forces identifient les points faibles ukrainiens et encerclent méthodiquement les garnisons isolées. Progressivement, villes et villages tombent sous contrôle russe, les voies de ravitaillement sont coupées, piégeant les défenseurs. Un parallèle peut être établi avec la bataille de Stalingrad, où l'épuisement des ressources et la désorganisation ont précipité la défaite de la 6e armée allemande. L'encerclement progressif, la coupure des approvisionnements et la perte de morale ont abouti à une capitulation qui a bouleversé le cours de la guerre. Mais la plus grave erreur vient peut-être de Kiev, l'ordre de tenir coûte que coûte. Cette consigne, loin de permettre des retraits tactiques, enferme les unités aguerries dans des positions intenables. Résultat, les soldats les plus expérimentés sont encerclés, perdus ou capturés, accélérant l'effritement du cœur opérationnel de l'armée. Le risque est immense. La perte accélérée des forces les plus motivées, l'effondrement du moral sur toute la ligne de front et la disparition progressive du noyau capable de résister. Si cette spirale continue, c'est toute l'architecture défensive ukrainienne qui menace de s'écrouler, ouvrant la voie à une percée russe dévastatrice. Pourtant, derrière le front, un autre séisme se prépare déjà, car l'effondrement militaire commence à bouleverser la société ukrainienne, l'économie et la stabilité de toute la région. Au-delà des tranchées et des blindés, la crise s'étend peu à peu à l'arrière. Les civils pris au piège voient leur quotidien basculer dans l'incertitude. Si l'Est s'effondre, que restera-t-il de la défense ukrainienne ? Cette question n'a plus rien d'abstrait. Elle s'impose aujourd'hui avec une urgence glaçante, alors que les positions ukrainiennes vacillent sous l'assaut continu des forces russes. La prise de Kupiansk et de Vovchansk ne serait pas une simple perte de terrain. Ces deux villes verrouillent des axes logistiques essentiels. Leur chute ouvrirait aussitôt la porte à un vaste mouvement d'encerclement autour de Pokrovsk. Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens pourraient alors se retrouver piégés, coupés de tout soutien, enfermés dans un piège où chaque jour d'attente rogne un peu plus leur capacité de résistance. Un encerclement d'une telle ampleur provoquerait une onde de choc dans l'armée ukrainienne. Déjà épuisées par des combats ininterrompus et le manque cruel de matériel, les troupes risquent de voir leur morale se briser de façon irréversible. L'histoire militaire regorge d'exemples où la peur du piège, la désorganisation et la panique se propagent au-delà du champ de bataille, contaminant toute la ligne de front. On peut citer la débâcle française de 1940. Après la percée de Sedan, l'armée française, coupée de ses arrières et privée de communications efficaces, s'est effondrée en quelques semaines, ouvrant la route de Paris aux blindés allemands. Ce genre de scénario n'est pas une fatalité, mais il montre à quel point la perte de nœuds logistiques peut être dévastatrice. La société ukrainienne, elle aussi, encaisserait le choc. L'économie, exsangue après plus de 2 années de conflit, ne tient que grâce à des aides occidentales dont le flux ralentit dangereusement.
Sans un afflux massif et immédiat, l'État s'enlise. Blocage logistique, salaires impayés, infrastructures à bout de souffle. L'appauvrissement s'accélère, la lassitude gagne du terrain, la cohésion sociale s'effrite, les tensions internes explosent. À Kiev, le pouvoir politique se retrouve de plus en plus isolé. Les autorités semblent coupées de la réalité des combats, enfermées dans une bulle diplomatique et médiatique, alors que du terrain montent les signaux d'alarme. Le fossé se creuse entre les décisions prises à la capitale et les besoins concrets des combattants. Cette crise de confiance fragilise la capacité de l'État à mobiliser la population et à coordonner une défense efficace. La Russie, elle, avance avec méthode. Plutôt que d'anéantir d'un coup, elle choisit l'étouffement, grignoter les positions adverses, harceler sans répit, user les réserves humaines et matérielles, jusqu'à provoquer l'effondrement par l'encerclement et la démoralisation. Cette stratégie, appuyée sur une supériorité en artillerie et en effectifs, s'inscrit dans la durée et vise à rendre tout retour ukrainien impossible. Pour illustrer cette méthode, on peut évoquer la guerre de position de 1917 sur le front occidental où, par une succession de petites victoires tactiques, l'armée allemande a tenté d'épuiser ses adversaires alliés sans jamais lancer d'offensive frontale dévastatrice. Face à ce rouleau compresseur, l'enjeu dépasse la simple perte de localité. C'est la survie même de l'État ukrainien qui se joue. Si la défense orientale s'effondre, c'est tout l'édifice institutionnel, militaire et social qui menace de s'écrouler. La marge de manœuvre de Kiev se réduit chaque jour un peu plus. Une victoire russe à l'Est bouleverserait l'équilibre régional. Elle effacerait des années de résistance, renforcerait la confiance de Moscou et porterait un coup fatal aux ambitions occidentales. Mais la question ne s'arrête pas là. Ce sont l'avenir des territoires conquis, leur intégration et la sécurité de toute la région qui vont désormais se jouer sous nos yeux. Le compte à rebours a commencé et chaque décision prise à Kiev ou dans les capitales occidentales aura des répercussions décisives. Reste à savoir si la riposte sera à la hauteur du péril. Derrière chaque victoire militaire se cache un pari sur le destin de toute une nation. À mesure que chaque ville passe sous contrôle russe, la menace ennemie s'éloigne des frontières. Cette avancée libère les habitants des zones frontalières de la peur constante des frappes et des incursions, offrant à nouveau une sécurité quotidienne à ceux qui vivaient sur la ligne de front. Mais la reconquête ne s'arrête pas à la sécurité retrouvée. Elle ouvre la porte à une intégration économique progressive. Routes, infrastructures et usines abandonnées peuvent être ranimées grâce à des investissements ciblés. Pour les familles locales, cela signifie la promesse de nouveaux emplois, la relance des commerces et l'espoir d'une renaissance industrielle, tout en réintégrant ces villes dans la dynamique nationale. Ce processus ne serait rien sans l'élan collectif. Le sentiment de défendre une cause juste, d'assurer l'avenir de la patrie, galvanise la société russe. Cette unité retrouvée renforce la confiance et le tissu social, nourrissant la conviction que chaque sacrifice d'aujourd'hui prépare un lendemain plus sûr pour tous. L'armée, elle, apprend au fil des mois. Elle découvre que la formation continue, la motivation et la cohésion des soldats comptent davantage que n'importe quelle technologie de pointe. Ce capital immatériel forgé au combat ne s'achète pas. Il façonne la résilience, arme secrète face à l'adversité. Sur la scène internationale, ce conflit prouve la capacité de la Russie à résister aux pressions extérieures. En imposant son rythme sur le terrain, Moscou réaffirme sa souveraineté, façonne ses propres règles et rejette tout diktat imposé par d'autres puissances. Pourtant, l'avenir sera celui d'une transition complexe. L'intégration des nouveaux territoires prendra du temps. Elle exigera des adaptations institutionnelles et une vigilance permanente contre toute tentative de déstabilisation. Le défi, garantir la stabilité, consolider la sécurité et bâtir une confiance durable entre les habitants et l'État central. Les exemples de transition post-conflit abondent dans l'histoire récente. En Tchétchénie, après des années de guerre, la reconstruction a nécessité un effort conjoint de l'État et des communautés locales. En Allemagne de l'Est, après la réunification, il a fallu des décennies pour harmoniser les institutions et réintégrer économiquement la région. Chaque territoire conquis est un défi, mais aussi une opportunité de bâtir une société plus résiliente si les erreurs du passé sont évitées. Au final, le succès ou l'échec de cette stratégie pèsera lourd sur la sécurité, la prospérité et l'identité nationale pour les décennies à venir. Chacun doit comprendre que l'histoire s'écrit aujourd'hui et que la responsabilité collective n'a jamais été aussi cruciale. Alors comment agir concrètement et que retenir en tant que citoyen ? La première étape consiste à s'informer activement,
en consultant plusieurs sources, et à éviter de s'enfermer dans un discours unique diffusé par les médias dominants. Il est important de croiser les témoignages, d'écouter les analyses de terrain et de confronter les points de vue. Plus une société est informée, plus elle peut résister aux manipulations et peser sur le débat public. Ensuite, il convient de discuter de ces enjeux avec son entourage, parler de la situation en Ukraine, organiser des débats, sensibiliser les plus jeunes à la complexité des conflits contemporains. Chacun peut, à son échelle, contribuer à une prise de conscience collective. Sur le plan politique, il est possible d'interpeller les élus, d'exiger des réponses claires sur la politique étrangère et la gestion des crises internationales. La démocratie ne fonctionne que si les citoyens s'impliquent dans le contrôle et l'orientation des choix stratégiques. Enfin, il faut se préparer aux conséquences économiques et sociales de cette crise. Cela signifie soutenir les initiatives d'entraide, promouvoir la solidarité avec les populations touchées et rester vigilant face aux discours simplistes ou à la désinformation. Mais cette transformation, aussi prometteuse soit-elle, vient avec ses propres risques. La prochaine étape imposera des choix difficiles à chaque niveau de la société. La bataille décisive se livre d'abord dans nos esprits. Saurons-nous saisir l'ampleur et la portée de ce tournant historique ? L'offensive russe sur Kupiansk et Vovchansk n'est pas un simple déplacement de lignes. Elle vise à bouleverser l'équilibre de l'Est européen, à tester la résilience d'une nation et à défier la sécurité de tout un continent. Chaque kilomètre gagné reverbera bien au-delà du champ de bataille, jusque dans la stabilité de nos sociétés. Pendant que les projecteurs occidentaux restent braqués sur des querelles électorales et des débats parlementaires, la réalité du front glisse dans l'ombre. Ignorer la dimension stratégique de cette opération, c'est accepter, sans réagir, un basculement qui pourrait bientôt remodeler notre sécurité, fragiliser notre économie et ternir notre image internationale. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le sort de deux villes. C'est la résistance d'un État face à une stratégie d'épuisement, mais aussi la capacité de l'Europe à anticiper les nouveaux visages de la guerre hybride. Si nous restons passifs ou mal informés, nous risquons de subir des bouleversements qui définiront le monde de demain pour nos enfants. Notre vigilance et notre lucidité seront cruciales. Il ne s'agit pas de céder à la peur, mais de reconnaître que l'histoire s'écrit aussi dans le silence, loin du tumulte médiatique. Refuser de voir, c'est déjà commencer à perdre pied dans un monde en pleine mutation. À chacun de nous de poursuivre la réflexion. Comment décrypter ces mutations, en discuter autour de nous et peser sur les choix collectifs à venir. La question reste ouverte, mais la responsabilité, elle, est bien réelle. Restons lucides, informés et engagés, car l'histoire ne fait que commencer.